Bon, le budget du Congo, à ma connaissance, est voté pour la plupart du temps avec un gap inférieur par rapport au cours du baril. Que fait-on du gap réel une fois que le budget est exécuté? Je vais prendre un exemple concret. Généralement, le budget du Congo est validé autour de 60, entre 50 et 60 dollars le prix du baril. Mais l'expérience a montré qu'on se retrouve toujours entre 70 et 80. Les 30, le gap des 30 entre les 60 et 70 ou 80, que fait-on de ce gap-là? Il va où? Et comment on peut expliquer qu'on se retrouve avec une situation de non-paiement des salaires? Pour ne prendre que ça, puisque la totalité du budget, les 85% du budget du Congo, c'est pour payer les salaires. Comment on explique ça? C'est un manque de politique. Quelle analyse cela vous inspire lorsque vous entendez, par exemple, le Premier ministre dire qu'il n'y a plus d'argent, il y a rien, alors que là, vous êtes en Ben, train d'expliquer une situation? c'est de la pure moquerie, Christian. On se moque du Congo. Pour avoir travaillé 23 ans dans le domaine du pétrole au Congo, sans risque de me tromper, je peux vous dire que si on a un État sérieux et conséquent, le Congo peut être en mesure de vivre comme le Koweït, comme l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que la redevance pétrolière devrait être reversée à la population non employée. C'est-à-dire que le Congolais lambda qui est chez lui devrait percevoir une redevance du pétrole. Je ne veux pas exagérer avec les mots, minimum 300 000 mois. Mais là où on pêche, c'est qu'on en manque, comme j'ai pris un exemple sur le domaine pétrolier, pays producteur du pétrole depuis plus de 64 ans, aucune école de formation euh, dans le domaine. Les électriciens, c'est à peine qu'on les forme. Les instrumentistes, les foreurs, les, dans le cas de la télécommunication, vous voyez que le pétrole s'exploite à des dizaines de kilomètres au large des océans. Comment se passe la communication? Comment se fait la transmission de l'énergie pour pouvoir alimenter ces plateformes? Et tout ça, ça fait que on a besoin d'un personnel qualifié et formé. Je vais vous prendre un exemple concret une réforme que j'ai menée au sein de mon entreprise, de mon ancienne entreprise, à CGLEC. Ayant constaté que CGLEC, domaine d'action ou de prédilection, c'était l'électricité, l'instrumentation, la télécommunication. Mais j'étais obligé à chaque fois d'être entre deux avions pour venir entre la France, entre le Congo et la France, venir recruter de la main-d'œuvre qualifiée ici en France, parfois même au Maroc, pour pouvoir aller répondre aux appels d'offres au niveau du Congo dans le cas des prestations que j'avais le devoir de pouvoir exécuter. Et j'ai subi ça pendant les 6 premières années et ça a créé une révolution en moi. J'ai vu avec la direction de Vinci pour pouvoir réfléchir comment pallier à cette problématique. Vous voyez, c'était déjà là la première approche. Je suis allé plus loin dans dans cette lancée au point de proposer au groupe Vinci de pouvoir financer l'étude, la construction d'une université au Congo-Brazzaville. Là encore, budget accepté, validé, mais ça a pêché au niveau du gouvernement du Congo, où on ne nous a pas donné la possibilité de pouvoir mettre en œuvre ce plan de construction de cette université. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui portera essentiellement sur l'éducation au Congo-Brazzaville. Comme vous le savez, l'éducation et la santé sont là des principaux piliers du développement d'un pays. A contrario, si vous voulez détruire un pays, disait un sage conseil chinois à son empereur, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaines. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs, des cadres bien
corrompus jusqu'à la moelle et il vous sera facile de les convaincre. J'ai l'impression que le Congo-Brazzaville y est. Avant de vous présenter notre invité, mesdames, messieurs, je vous invite à suivre cet extrait de la vidéo que voici. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, j'ai donc le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Béchar Tombé Lundu. Bonjour, Béchar. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci Béchar d'être avec nous sur R7. Vous êtes analyste politique, spécialiste en ressources humaines, ancien directeur des ressources humaines de la société CGLEC Congo, filiale du groupe français Vinci Énergie. Vous y êtes resté 23 ans. C'est une très grande expérience professionnelle. Homme politique, ancien conseiller municipal de la commune de Mosenjo. Nous allons parler de l'éducation au Congo-Brazzaville. Quand je dis éducation, je fais bien allusion au système éducatif congolais, s'il en existe encore. Si oui, évidemment, après on se posera la question de savoir est-il vraiment adapté à la demande du marché de l'emploi au Congo-Brazzaville. Mais avant que nous abordions les quelques aspects spécifiques de la question centrale de cette interview qui est donc l'éducation, je vous propose de suivre cette réponse de Denis Sassou Nguesso alors qu'il était interviewé par les journalistes d'Africa 24. Voici ce qu'il déclarait. C'était en 2016. Écoutez. Chaque fois que nous réalisons une municipalisation dans un département, il y a toujours un volet éducation. Toujours. Et un volet éducation, un volet santé. Et principalement, on réalise toujours un lycée avec internat au chef-lieu du département à chaque municipalisation. Voilà, Béchar Tombé, 8 ans après cette réponse, Denis Sassou Nguesso est affirmatif. Il y avait toujours construction d'un lycée avec internat. Donc, supposé, partout où il y a eu municipalisation accélérée, il y a eu construction d'un lycée avec internat. Alors, vous êtes aussi ancien conseiller municipal de la commune de Mosenjo. Je voulais vous poser la question si vous avez connaissance des lycées avec internat qui ont été construits, par exemple, dans votre département. Merci, Monsieur Christian Perrin, de m'avoir accordé cette interview qui, de mon point de vue, est capitale pour la question sur l'éducation nationale. Vous avez tellement bien peint le tableau dans votre introduction. Tout est dit, mais tout n'est pas expliqué. Et pour revenir à la question sur l'interview du président de la République à propos de la construction des Et avec lycées, internat? des internats lors des municipalisations accélérées, c'est avec une consternation que je vais pouvoir répondre à cette question parce que l'homme a des très bons projets, l'homme a des très belles idées, seulement dans l'application, il pêche, mais sérieusement. Et comme il pêche, ça s'explique dans le suivi. Le manque de suivi des idées, des projets évoqués sont la conséquence immédiate de cette méconnaissance de par lui-même
sur ce qui est réalisé et sur ce qui n'est pas réalisé. Je ne saurais être son comptable pour évoquer ses échecs. Il y a plus d'un Congolais qui peut en être témoin. À ma connaissance, je peux me permettre de dire non. La municipalisation accélérée en elle-même a produit des éléphants blancs que tout le monde peut toucher du doigt et parler des lycées accompagnés des internats, même jusqu'en 91, quand je suis en train de quitter le lycée de Dolisie, il existait un internat, mais après cette époque, à ce jour, je n'ai pas connaissance qu'il en existe des internats qui fonctionnent. Qui ont été construits pendant les Construits pendant la municipalisations. Parce que municipalisation là, il accélérée, est, je n'en ai pardon, pas connaissance. je vais être un peu plus précis parce que lui, il est affirmatif, hein. Il dit, il y a toujours eu construction d'un lycée avec internat partout où il y a eu municipalisation accélérée. Et moi, si je vous posais la question, c'est parce que je sais que vous êtes un ancien conseiller municipal de la commune de Prenons la Mossenjo. Est-ce qu'à municipalisation Mossenjo, accélérée. Mossenjo a connu la municipalisation? Disons, le département. Dans le département du Niari a connu la Est-ce municipalisation qu'on a accélérée. construit un lycée avec internat là-bas? À ma connaissance, dans le département du Niari, on compte deux lycées, celui de Dolisie et celui de Mossendio qui a été construit, si mes souvenirs ne me lâchent pas, en 1987. La première génération de ce lycée a commencé en 87 exactement. Donc, le lycée, pour l'internat du lycée de Mossendio, c'est l'ancien internat du collège de Mossendio appelé Émile Koumba, qui avait été transformé en 87 comme étant l'internat du lycée de Mossendio. Vu que tout, toute la contrée de Mbinda, Mungundu et tous les collèges de cette circonscription, les élèves ayant obtenu leur BPC, c'est le BMG en fait, c'est la dernière session du BMG avant que ça ne redevienne BPC, comme on a l'habitude de vouloir changer les choses pensant que ça va pouvoir apporter un plus, mais bon, bref. Donc, c'est le seul internat à Mossenjo que je connais. Et pendant la municipalisation accélérée, je n'en ai pas connu. J'ai pas vu de lycée de construit, non plus d'internat. Donc, il y a que le chef de l'État, libre cours à lui de pouvoir apporter les éléments de preuve de ces affirmations. Oui, mais j'ai bien envie de savoir, évidemment, avec vous, est-ce que vous pensez que c'était là une sorte de démagogie ou c'est finalement avec le recul de temps, c'est une incapacité pour Denis Sassou Nguesso à gouverner le pays? Parler de démagogie, ça va être un peu trop fort pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure que je ne saurais être son comptable, mais il est lui seul géniteur de ses propos, pour ne pas dire les Dans tous choses les cas, autrement. je m'adresse quand même à un politique. Que Bah, vous vous êtes. vous adressez à Et un je n'ai pas politique. signalé Moi, je vous, d'ailleurs dans la présentation que vous avez été aussi candidat aux élections législatives de 2012. Donc ça veut dire que vous êtes quand même un chevronné, comme qui dirait. Euh, la politique, c'est aussi votre domaine. je ne le nie pas, je le refuse pas. C'est ce pourquoi j'ai accepté votre interview. Euh, Pour ce qui est des affirmations du chef de l'État, lui seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, en est responsable. S'il pêche par démagogie, je dirais peut-être que c'est un mot qui est trop fort pour lui. Je pense qu'il y a juste, comme je l'ai dit tout au début, que l'homme, dans ses idées, dans l'euphorie de bien faire, je lui passe le bénéfice du doute, veut bien faire, mais quels sont les processus et les mécanismes qu'il met dans le suivi des idées qu'il évoque ou qu'il met en lumière? Et le gros du péché, c'est que quand il finit de lire son discours, dès lors que le parapheur est fermé, c'est tout qui s'enferme avec. Et la suite, on n'a qu'à constater l'état du pays actuel.
Alors, Béchar Tombéloundou, on revient un peu sur... tout à l'heure, je venais donc de me rattraper parce que finalement, dans la présentation, je n'avais pas annoncé ou énuméré que vous êtes un ancien candidat aux législatives 2012 qui semblait vous donner gagnant. Que s'était-il passé concrètement pour que finalement, ce soit quelqu'un d'autre qui soit? Bah, je vois que vous êtes allé fouiller dans les archives, mais félicitations, Monsieur Christian Perrin, dans cet esprit. Euh, c'est une information que je vous ai pas donnée, mais si vous l'avez retrouvée, chapeau, je vous tire la révérence. Mais pour parler de cette Merci. élection, c'est une élection que j'ai gagnée sur le terrain. Et comme vous le savez fort bien, qu'une élection, en fait, elle n'est pas gagnée aux urnes, elle est gagnée à la publication. Lors de cette élection, au premier tour, j'ai été prononcé gagnant et me féliciter même la nuit parce que les résultats, nous les avons eus tard dans la nuit, vers les 1 heure du matin après l'élection. Le ministre Lamine Nguélé prend son téléphone, puisque on était en course avec lui. Il prend son téléphone, félicitations, comme ils aiment bien réduire les candidats à la plus petite expression, félicitations fiston, alors que on était tous les deux candidats à part égale. J'ai dit ben, merci, monsieur le ministre. Donc, bon courage à vous et je vous souhaite le meilleur. Et C'est alors? un par- c'est le candidat du parti au pouvoir en fonction, ministre de son État, qui a pris le courage de me féliciter, mais au plus grand malheur, il a fallu quelques heures pour que le premier que j'étais à la publication, que je me retrouve en troisième position et que le troisième se retrouve premier. Allez-y comprendre la Mais suite des alors, événements. moi-même, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous vous êtes retrouvé finalement troisième à quel moment? C'est-à-dire, après il y a eu un autre tour, c'est ça? Un Il n'y second a tour pas ou eu un bien? autre tour, c'est le C'est au même moment tour où pour on vous dit que lequel vous êtes élu, vous êtes le premier sur la liste, et que avec les mêmes résultats, plus tard, on vous annonce que finalement vous êtes troisième, c'est ça? en fait, pour revenir à mon propos, la compile des bureaux de vote finit dans le coup de 1 heure, 2 heures du matin. Chaque candidat a des représentants dans un bureau de vote et a des PV des résultats de chaque bureau de vote. Après le décompte, que ce soit moi ou on était 12 candidats en fait à cette élection. Et sur les 12, chaque candidat a eu les résultats produits des urnes au travers les PV. Et ceux qui ont pris leur courage entre les mains et ont reconnu leur défaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont pris le courage de me féliciter comme ça se ferait dans d'autres cieux. Voilà la vérité des faits. Et les résultats, une fois compilés, remontent transmis à la centrale des élections à Brazzaville. Ben, c'est là que le tout s'est joué, où le premier se retrouve en troisième position et le troisième se retrouve en première position. Alors, c'est Et cela. on a fabriqué un deuxième tour, alors que l'élection en elle-même avait pris fin au premier tour, pour donner une opportunité au ministre perdant, qui était deuxième lors des résultats que je vous ai évoqués tout au début. J'étais premier, deuxième le ministre et un autre indépendant qui était troisième, mais soutenu par un multimilliardaire. Bon, l'élection a été tronquée en complicité avec le président de la commission électorale de Mosenjo. Je veux me permettre de le citer, Guy Okana, celui qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de la justice pour avoir abuser d'une personne sans son consentement. Et là, évidemment, on essaie de comprendre aussi sa vraie moralité. Mais bon, ce sont là les élections Made in Pour Congo, une RAV4 Brazzaville, hein, souvent. et pour une somme de 5 millions, ben, il a accepté de brader, de tronquer cette élection si vous voulez avoir les termes précis. Ben voilà, c'est ça la réalité au Congo, Brazzaville. Alors, Béchar Tombelundu, aujourd'hui, nous allons parler, je l'ai dit tout à l'heure, de l'éducation.
l'éducation au Congo-Brazzaville, bien entendu. Alors, on va commencer donc par cette information. J'espère que vous avez pris connaissance de cette dernière. Lors de la délibération des résultats du certificat d'études primaires élémentaires, le CP 2024, c'était jeudi 4 juillet dernier, c'est ça, jeudi 4 juillet dernier, le ministre de D'accord. l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, si vous le connaissez, et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a révélé les plans pour la suppression du CEP dès l'année prochaine, donc 2024-2025. Raison évoquée, adapter le système éducatif congolais aux exigences modernes et à mieux répondre aux besoins des élèves. Bon, là, moi, je n'ai pas bien compris. Adapter le système Mais, vous scolaire. savez, la rhétorique, elle est tellement bien faite, adapter le système aux besoins Tu des vois, adapter populations. donc le système éducatif congolais aux exigences modernes et à mieux répondre aux besoins des élèves. Quels sont les fondamentaux qu'il met en évidence? On va aller question-réponse, hein. Je me pose les questions, je vais répondre en même temps pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Il parle de la modernité. Quelles sont les exigences de la modernité pour pouvoir améliorer un système éducatif qui souffre déjà d'un manque criard des infrastructures? Le fondamental, pas d'infrastructures, pas d'enseignants formés. Euh, le manque des enseignants au Congo est de 20 000 enseignants qu'on devrait normalement avoir pour couvrir les besoins des Oui, évidemment, attentes mais du ce système déficit éducatif. en termes d'enseignants, ce déficit de 20 000 enseignants au Congo dans le système éducatif congolais date quand même de déjà de presque une décennie. Cela veut dire que maintenant, là, puisque nous sommes en juillet 2024, je pense que le besoin a dû connaître encore, voilà, Effectivement, comme vous le dites, le besoin a dû connaître une une croissance croissance. exponentielle du point de vue de l'augmentation de la population et des besoins, comme il semble l'évoquer, pour mieux répondre aux besoins des populations par rapport aux exigences des technologies actuelles. Mais d'emblée, ce qui me paraît un peu louche dans cette approche, c'est qu'on ne se pose pas les vraies questions et les bonnes questions. On ne va pas pouvoir déjà penser supprimer un examen qui sanctionne apporter de l'amélioration ou répondre aux exigences technologiques ou aux besoins de l'évolution à l'échelle mondiale ou à l'échelle universelle. Vous voyez? Donc, en fait, on met la charrue avant les bœufs et ensuite, pour encore venir nous endormir, comme ça a été le cas tout à l'heure dans l'interview que vous venez de projeter, où on nous parle de la municipalisation accélérée avec des lycées et des internats de construire, mais quand on regarde dans le fond, rien de tout ça n'est fait. Encore que je peux encore vous donner un exemple pour apporter du blé au moulin. Oui. L'aéroport de Pointe-Noire, construit pendant la municipalisation accélérée, est inauguré à une certaine époque. Pour la mise en service, il a fallu attendre 5 ans, plus de 5 ans, pour voir cet aéroport être mis en fonction, tout simplement parce que lors d'une tournée présidentielle, le président est reçu dans un autre hall de l'aéroport et il pose la question dans la foulée, mais pourquoi je ne suis pas sorti de l'autre côté? Ben, on lui fait savoir que non, ben, elle n'est pas encore mise en service. Il a tapé du poing sur la table. Les 2 mois qui ont suivi son passage à Pointe-Noire, l'aéroport a commencé à fonctionner. Donc, c'est pour vous dire que, comme je l'ai dit, l'homme peut être riche dans la conception, il peut être riche dans la mise en œuvre. Bon, encore que mise en œuvre, je suis gentil, dans la production des documents ou des programmes, mais dans l'exécution, sa faute, parce Oui, qu'on mais nous dans tous produit les des cas, on éléphants blancs. dira, Dans le suivi, pareil. Donc, pour revenir à votre question sur le ministre qui évoque ces changements pour apporter une amélioration de notre système éducatif, qui est en manque déjà, de mon point de vue, d'une politique de
d'une politique d'éducation nationale. On ne peut pas vouloir faire des réformes si jamais il y a une politique déjà établie. Sur la base de quoi on va faire cette réforme si déjà on, dans notre gouvernement ou au sein de notre pays, on en manque de cette politique sur l'éducation nationale. Mais le fait d'abord de retirer ou de supprimer le CEP, votre commentaire, comment vous avez apprécié ça? Comment vous avez perçu cette nouvelle? C'est la méconnaissance totale des besoins fondamentaux de ce que l'éducation nationale devrait apporter aux Congolais. Parce que si réellement on avait une vraie politique sur notre éducation nationale, la question de la suppression ou de l'existence du certificat élémentaire primaire ne devrait peut-être pas se poser. Mais lorsque j'essaie de me projeter, ben, le Congo a cette belle manie de vouloir copier ce qui se fait à l'Occident. Je pense qu'ils sont en train de vouloir calquer le système éducatif, le système d'éducation au niveau du cycle primaire à celui de la France. Parce qu'en France, euh, le cycle primaire n'est pas sanctionné par un diplôme, mais il y a un mécanisme qui est mis en place pour faire de telle sorte que, arrivé ce que nous appelons fondamental 6 ou à l'époque appelé SEM2, il y a un examen qui est fait au niveau national. Mais les notes des élèves sont suivies depuis la première classe jusqu'à la sixième classe, qui est le SEM2 ou le fondamental 6, par un cahier de résultats ou un cahier de notes, un carnet de notes qui retrace tout ce que l'élève a eu à faire depuis le fondamental jusqu'à la classe de sixième. Pardon. Et au Congo, à la différence, c'est que cela a été sanctionné par un diplôme qu'on appelle le CEP. Et vouloir le supprimer pour pouvoir revenir, semble-t-il, apporter une amélioration, dans quel sens, je ne sais pas. Déjà, les Oui, mais programmes ne répondent. Béchar Tombelundu, à contrario, on peut vous poser la question de savoir, puisque vous êtes aussi un spécialiste des ressources humaines, vous avez été directeur des ressources humaines pendant 23 ans dans une grande entreprise. On vous poserait donc la question de savoir l'intérêt, l'importance, bien sûr, de ce diplôme, euh, le CEP. Ben, le CEP, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est que dans le système laissé par Massamba Deba et consorts, euh, c'était pour sanctionner un cycle. L'éducation nationale au niveau du Congo, vue de ma fenêtre, si je peux aller, je redescends plus loin parce que euh, c'est à cette époque qu'il y a eu réellement un vrai programme ou une vraie politique de l'éducation nationale où on avait toute la structure mise en place. On avait le cycle préscolaire, on avait le cycle primaire, le cycle secondaire avec le collège et le lycée et le cycle supérieur. Maintenant, avec la venue de la révolution de 1969 avec nos amis qui sont actuellement au pouvoir, il y a eu beaucoup de changements et tout ça est parti en fumée. C'est parti en fumée tout simplement parce que on a voulu changer les choses comme ils veulent le faire là, sans se poser les bonnes questions. Donc le CEP, à l'époque de nos parents, c'était déjà un diplôme qui permettait à nos parents d'exercer un métier, de pouvoir aller dans une administration, de tenir une administration de fond en comble. Ils savaient bien écrire, ils avaient la langue de Molière, pas comme là actuellement, où on va vous présenter un enfant qui est au fondamental du deuxième degré, que ce soit en classe de troisième ou en classe de terminale, qui ne va Ou même pas même, être en mesure de tenir. même à l'université, c'est une réalité. Et tout le monde le sait, ceux qui nous suivent savent de quoi on est en train de parler. Alors, Béchar Tombé Lundu, puisqu'il faut annuler, supprimer le CEP, vous avez dit le CEP est important parce qu'évidemment, lorsqu'on avait le CEP, autant vous avez rappelé, on savait lire, on savait écrire, donc
Le jeune homme qui avait son CEP pouvait commencer quelque part. Il y a ceux qui ont eu du boulot avec le CEP, parce que je sache. Ils sont nombreux comme ça. Et il y a toujours quelque chose qu'on peut faire au niveau de la fonction publique avec un CEP. Mais maintenant qu'il est question de supprimer ça, et est-ce que c'est... Bon, enfin, c'est une question que je vous pose. Pensez-vous pas que c'est un aveu d'échec finalement et que, bon, conscient que le niveau d'études a baissé, tout le monde en parle, l'éducation au Congo est à terre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Est-ce que ce n'est C'est pas même pas un en constat, fonction de Christian cela? Perrin. Vous Pardon? avez produit une vidéo, c'est pas un constat. Vous avez produit tout au début de l'émission un reportage où le chef de l'État déclare que l'éducation est arrivée à une époque où on a atteint les 100% du taux de scolarisation. Et je vais répéter ces propos que nous avons tué. Ils ont décidé de Et détruire carrément. voilà, nous avons tué et décidé de détruire ce taux de scolarisation pour le ramener au plus bas. Vous voyez, qu'est-ce- à- à- comment peut-on expliquer ce genre de comportement? Vous avez un taux de scolarisation de 100% et délibérément, vous projetez, vous mettez en place le mécanisme de pouvoir rabaisser ce taux de scolarisation. Quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place? Mais c'est ce qu'on vit là. On se retrouve avec un manque d'enseignants, on se retrouve avec un manque d'infrastructures, des enseignants formés. C'est les rébus du collège qui ont eux-mêmes eu du mal à pouvoir progresser. L'achat des notes aidant, on se retrouve en troisième. On fait 4 fois, 5 fois le BPC, on ne l'a pas. Ben, on arrive à balbutier 2, 3 mots en français. On pense qu'on peut aller enseigner à l'école primaire. Quel résultat vous allez avoir? Ben, le taux et le niveau va baisser. C'est la conséquence de ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que le problème du Congo actuellement, c'est la suppression du CEP comme euh, moyen de sanctionner un cycle, ou est-ce qu'il y a d'autres réformes qu'il faut apporter pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement au sein au sein de la politique de l'éducation nationale, pour pouvoir approcher les résultats pour lesquels on peut se projeter vers un développement? Parce que qui parle de l'éducation, vu de ma fenêtre, c'est la colonne vertébrale d'une nation. La richesse d'une nation se détermine par la qualité de son potentiel à développer le capital humain. Mais le capital humain dans le système éducatif du Congo tel que vu et présenté aujourd'hui, c'est un échec. Je parlerai de sclérose. On est dans une situation de sclérose de l'éducation nationale. Mais évidemment, c'est aussi là, en fait, est-ce que finalement ce qu'est devenu le système éducatif congolais, puisque nous en parlons et tout le monde sait qu'il est à terre, voilà, lui-même Sassou Nguesso, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en répondant aux journalistes, dit bien qu'à un moment donné, il y a eu 100% taux d'alphabétisation. Après, nous avons décidé. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Et c'est là, nous avons décidé, nous qui, parce qu'on sait que dans l'histoire du Congo, Denis Sassou Nguesso incarne quand même 40 ans de pouvoir. 40 ans de pouvoir sans relâche, et donc on suppose que lorsqu'il le dit, il est conscient. Et à quel moment l'éducation au Congo est tombée, a chuté, la qualité de l'éducation a chuté au Congo? C'est pendant que lui, il est là. Donc il est conscient de ce qu'il est en train de dire. Alors, mais est-ce que, ma question, évidemment, c'est de savoir si ce n'est pas une volonté politique. Ben, Monsieur Christian Perrin, vous êtes tellement pertinent dans votre analyse que il- je pense que reformuler votre question parce que les éléments de la réponse sur ce que vous venez de dire
vous les avez. Ne cherchez pas ne cherchez pas à faire de moi le comptable À manger, de, comme disent les Ivoiriens, à manger du piment avec votre bouche. voilà, D'accord, mais manger du bon. piment dans ma bouche alors que vous venez vous-même là, de par votre analyse, de Alors, donc, démontrer voilà, on va donc. avec pertinence qui est responsable de cet échec au niveau de l'éducation nationale. Lui-même, il s'en proclame. Il le dit haut et fort. Personne ne lui, il n'était pas sous l'effet de la pression ou d'une torture quelconque pour nous présenter les choses. Bon, je sais que la pression de micro, il peut arriver qu'on arrive à évoquer des choses pour lesquelles parfois on regrette à la fin. Parce que qui dirait, le micro, c'est un bon serviteur, mais aussi un bon remède pour envoyer les autres de l'autre côté. Voilà, il y a un autre aspect qu'on va évoquer et puis on va comprendre un peu le plan que vous proposez, bien sûr, sur le développement du capital humain. C'est le BPC, BPC 2024 au Congo-Brazzaville. Il y a eu un sujet, bien entendu, l'épreuve des sciences de la vie et de la terre, où les candidats, finalement, étaient tout malheureux, un peu désemparés parce que, estiment-ils, que le programme scolaire n'était pas arrivé jusqu'à ce niveau. C'est ça, c'est une épreuve que, ben voilà, les enfants, les candidats à cet examen n'ont pas pu traiter parce que hors programme. Et ma question, comment expliquer qu'une telle épreuve soit sélectionnée lorsqu'on sait que finalement le programme scolaire congolais n'est pas arrivé à ce niveau-là? C'était quoi concrètement l'objectif ou le but visé? Parce que, et cette épreuve est intervenue, je crois, les premiers jours de l'examen, donc qui pouvait déstabiliser les élèves. Christian Perrin, tout au long de cette émission, vous êtes en train de mettre en lumière les faiblesses de notre éducation nationale de par vos analyses, pour lesquelles moi je suis en train d'enfoncer le clou pour vous apporter de la braise à votre pipe. Cet examen pour lequel les élèves ont constaté non seulement l'absence de l'exécution du programme pour pouvoir être évalué, parce que le but d'un examen en fin d'année, c'est de pouvoir évaluer tout ce qui a été enseigné tout le long de l'année. Et cependant, au bon malheur des candidats, ils constatent que le programme ou les épreuves qui sont mises à exécution pour valider leurs compétences n'a pas été évoqué des enseignements fournis le long de l'année. C'est la preuve qu'on est dans un système d'amateurisme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on se retrouve avec des élèves les rebuts de la troisième, du lycée à enseigner dans nos écoles. Et ajouter à cela la précarité dans laquelle sont plongés les enseignants de par, le niveau de leur rémunération, qui est un élément fondamental pour pouvoir améliorer la qualité des enseignements à produire, font que les enseignants, au lieu de pouvoir suivre le programme pour lequel ils n'ont même pas connaissance, ils prennent des cahiers, je vais vous choquer, ils prennent un cahier de 1960 de classe de troisième, ils se mettent à reproduire les mêmes leçons sous le prétexte que, bon, c'est ça le programme. Et comment ne pas oublier le programme réel qui a été mis en lumière pour être enseigné. Donc ça fait déjà partie des éléments qu'on peut évoquer pour justifier ce genre de manquement. Deuxième élément, c'est qu'on se retrouve avec des enseignants qui ont faim, qui essaient de produire des fascicules pour lesquels ils font du copier-coller, ils viennent, ils les vendent, ils sont à la fois dans le système éducatif national et à la fois dans des collèges ou des écoles primaires ou des lycées privés. Donc, ça fait la course à la montre pour pouvoir trouver un billet de 1000 francs pour le nombre de fascicules vendus et ensuite subvenir aux besoins vitaux de leur famille.
comment voulez-vous avoir une efficacité si tout ce mot contribue à détériorer la qualité de l'enseignement au sein de notre pays? Le résultat, c'est celui-là. Même ceux Évidemment, qui là, sont vous évoquez, censés... voilà, vous évoquez un aspect très important, c'est ce que j'ai cru comprendre, le statut de l'enseignant. Et lorsque vous expliquez, on se rend bien compte que voilà, l'enseignement au Congo-Brazzaville, c'est l'enfant pauvre, comme qui dirait. Déjà, lorsqu'on regarde même sur la loi des finances 2024, on se rend bien compte quel est le budget qui est affecté à l'éducation. Et ça dit tout. Des enseignants qui sont partout au même moment, des enseignants en fait qui ne sont pas formés, mais parce que bon, après avoir longtemps redoublé la même classe, euh, vous avez dit troisième et parfois bon voilà terminale, et se retrouvent dans l'enseignement. On les appelle et beaucoup sont appelés comme ça des enseignants appelés vacataires ou enseignants volontaires. Il y a Les un terme appelés qu'on a, volontaires. des appelés Ouais, volontaires. appelés volontaires. Le terme, il est là. Et c'est là Ils où sont des je appelés posais la question de volontaires. savoir si ce n'est pas une volonté manifeste, une volonté politique de détruire carrément l'éducation. Et au début de cette émission, j'ai proposé, évidemment, j'en ai parlé, donc c'est le conseil que donnait le sage chinois à son empereur. Si on veut détruire un pays, on passe par l'éducation, on détruit donc l'éducation. Est-ce qu'on n'est pas, évidemment, sur cette ligne finalement? Mais vous le dites assez bien, Christian Perrin, qu'on est dans une volonté manifeste, voulue et évoquée, déclarée même de la destruction. Moi, j'ai plutôt parlé tout à l'heure d'une sclérose. Quand je prends ce terme médical pour vous montrer la gravité dans laquelle notre système éducatif se retrouve. Euh, euh, le numéro un de la nation qui arrive à dire haut et fort que nous avons fait exprès de pouvoir détruire euh, L'éducation. l'éducation et à côté, euh, les mécanismes que nous voyons qui sont mis en œuvre pour pouvoir détruire sont bien clairs. La preuve, depuis quand au Congo actuellement, à l'époque, nous on est encore tout jeunes, on avait l'école normale de Muyonzi où lui a été formé et son épouse. On avait l'école normale de Dolisie, qui est aujourd'hui, je ne sais même pas si cette école existe encore, ou l'école normale de Mouyondi pour former les enseignants du cycle primaire. Vous voyez? Et comment, comment peut-on être aussi sadique à vouloir tuer ce qui représente la richesse d'une nation? Euh, le capital humain, de mon point de vue, c'est ça qui constitue la richesse d'une nation. Vous l'avez dit dans votre introduction, si on veut détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Et dans ce qui se passe et ce qui se fait actuellement au Congo, on est en plein dedans. Quand on envoie des non-formés qui n'ont aucune notion de pédagogie à aller donner, construire, je parlerai de construire, parce que enseigner, c'est construire une connaissance. Et pour construire une connaissance, il faut en avoir la compétence. Et dans la compétence, nous avons trois volets. Une compétence se construit autour de trois leviers, un savoir, savoir-faire et les savoir-être. Mais dès lors qu'on n'a pas ces compétences, cette compétence ou ces trois acronymes mis ensemble, on ne peut pas aller produire ou construire une intelligence. Vous voyez? Et dans Oui, mais notre évidemment, pays, pendant que vous expliquez ça, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de ces enseignants, donc vacataires ou volontaires, et on connaît donc comment est-ce qu'ils se retrouvent enseignants. Et s'ajoute à cela, voilà, des mois de, je ne sais pas s'il faut appeler ça salaire ou c'est des per diem ou je ne sais pas comment ils expliquent ça. Il y a un petit forfait comme ça qu'on leur paye dans l'ordre de 30 000 et c'est ce que nous disait d'ailleurs un invité ici sur ce même plateau. Ils sont payés à hauteur de 30, 35 000 voire 45 000 ou parfois 10 000 par mois lorsque les parents ont cotisé. Donc il y a d'abord cet aspect-là, un personnel non formé et qui doit aller former nos enfants, mais même quand ils ont cette volonté d'aller former, ils sont mal payés et ce n'est pas l'argent qui manque au Congo-Brazzaville. Devrais-je rappeler qu'on a quand même dilapidé 14 000 milliards de francs CFA destinés évidemment aux générations futures.
Et voilà les éléments combinés qui montrent que finalement, c'est une volonté manifeste de détruire l'école. Là, je crois que les vacataires en question, les enseignants volontaires, doivent accuser autour de 30 et quelques mois, comme ça. C'est des petits forfaits. Déjà au Congo, pour vivre avec 40 000, 50 000 francs CFA, vraiment, c'est une gymnastique, il faut le dire comme ça. Mais même le peu, là, on ne peut pas leur donner. Et pourtant, le Congo a de l'argent. Alors, donc, on va emboîter finalement dans le plan que vous vous proposez pour sortir le Congo de cette situation. Parce qu'au début, ou à un moment donné, on a cru comprendre. Moi, personnellement, je me suis dit, ben, il y avait un problème, comme ils ont présenté, crise économique, crise de ceci, crise de cela, et tout le monde est allé et s'est engouffré dans cette brèche. Mais après, on se rend compte que finalement, c'est un autre problème qui se pose aujourd'hui. C'est un problème, comme vous l'avez dit, des ressources humaines. Si les ressources humaines ne sont pas bien formées, ben, on se retrouve dans une situation, ce qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. Parlons donc du développement du capital humain. Je vais pouvoir faire un petit feedback sur la question de tout à l'heure avant d'aborder la question sur le développement du capital humain. La volonté manifeste du gouvernement à détruire le système éducatif se retrouve dans le budget du Congo. Quelle est la part du budget à l'éducation nationale que le Congo met pour pouvoir développer euh, un plan d'action ou une mise en œuvre des réformes qui peuvent être mises à l'évidence pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays? Le budget du Congo est structuré dans sa globalité sur deux volets. On a un volet fonctionnement qui constitue 95% du budget et 5% de l'investissement. Comment peut-on pouvoir développer une nation avec un gros dysfonctionnement, comme je viens de l'évoquer? Avec 5% du budget, 5% d'investissement, qu'est-ce qu'on peut apporter dans l'enseignement? Vous voyez déjà que la part du budget mis pour pouvoir développer et contribuer à l'amélioration de la qualité de vie, du bien-être et des fondamentaux du Congolais lambda est étriqué. Et les 95% du fonctionnement, je vais vous dire, qu'est-ce que j'entends par un budget de fonctionnement? C'est payer les salaires, euh, les infrastructures, se maintenir les infrastructures, la location de tout ce qui est fourniture de bureaux, les salaires fonctionnels, la location des maisons des ministres, parce que là encore, là encore, il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Donc, rien que la structure du budget, c'est la preuve irréfutable de la volonté manifeste du gouvernement à ne pas vouloir développer une politique nationale de l'éducation. Venons-en au développement du capital humain. On ne peut pas parler du développement du capital humain dans un pays où l'éducation nationale ne fonctionne pas, parce que le développement du capital humain part de la formation en fonction des besoins qu'exprime la nation pour son développement. Le Congo est en manque, est un pays producteur pétrolier. On est en manque des écoles de formation dans les métiers du pétrole. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir la maîtrise de cet outil qui constitue la moelle épinière de notre économie? Après Ou 64 ans d'indépendance, bien entendu. Voilà. Après 64 ans d'indépendance, comme vous le dites, et à son actif, le président de la République actuelle en a 40 ans. Donc, si le Congo a évolué, c'est avec Denis Sassou Nguesso. Si le Congo a régressé, c'est avec Denis Sassou Nguesso. Si le Congo est stationnaire, c'est avec Denis Sassou Nguesso parce qu'à lui tout seul, il a 40 ans. Donc aujourd'hui, vu de ma fenêtre, si on avait un Mandela au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais l'image est loin d'être la réalité de ce qu'on vit, alors qu'il a eu tout le potentiel nécessaire pour pouvoir
c'est-à-dire que créer cette auréole autour de sa personne qu'on devrait limite vénérer de par la longévité. Vous voyez? Donc, vu sous cet angle, on ne peut pas aujourd'hui se lancer dans une logique de développement du capital humain si le système éducatif, notre éducation nationale, boite en manque de structure, en manque de personnel, en manque de formation, en manque de budget et en manque d'investissement sur toute la globalité. La plus grosse des erreurs que commet le ministre actuel de pouvoir supprimer pour prendre comme réforme ultime la suppression du CEP, de l'examen du CEP, alors qu'il y a des vrais problèmes, des vraies réformes qu'il faut mettre en lumière pour s'attaquer au développement du capital humain, comme vous êtes Alors, en train. comment se décline votre plan sur le développement du capital humain? Est-ce qu'on peut comprendre ça? L'ossature. L'ossature du plan de développement du capital humain, vu de ma fenêtre, il faut déjà commencer par faire ce qu'on appellerait l'audit de la nation. Quelles sont les Parler des potentialités états que nous... généraux, alors. Voilà, je parlerai des états généraux de la nation, non pas, je vais laisser le volet politique à nous les politiques, parce que là encore, c'est notre paire de manches. Étant donné que je parle du capital humain, je veux beaucoup plus m'intéresser aux potentialités que le Congo regorge en termes de minerais, en termes de sous-sol, et la qualité de nos terres arabes. Est-ce qu'on a le potentiel qu'il faut en matière de ressources humaines ou en capital humain pour pouvoir développer tous ces secteurs? Je dirais oui, potentiellement. Mais là où on pêche, c'est qu'on en manque, comme j'ai pris un exemple sur le domaine pétrolier. Pays producteur du pétrole depuis plus de 64 ans, aucune école de formation euh, dans le domaine. Les électriciens, c'est à peine qu'on les forme. Les instrumentistes, les foreurs, dans le cas de la télécommunication, vous voyez que le pétrole s'exploite à des dizaines de kilomètres au large des océans. Comment se passe la communication? Comment se fait la transmission de l'énergie pour pouvoir alimenter ces plateformes? Et tout ça, ça fait que on a besoin d'un personnel qualifié et formé. Je vais vous prendre un exemple concret une réforme que j'ai menée au sein de mon entreprise, de mon ancienne entreprise, à CGLEC. Ayant constaté que CGLEC, domaine d'action ou de prédilection, c'était l'électricité, l'instrumentation, la télécommunication. Mais j'étais obligé à chaque fois d'être entre deux avions pour venir entre la France, entre le Congo et la France, venir recruter de la main-d'œuvre qualifiée ici en France, parfois même au Maroc, pour pouvoir aller répondre aux appels d'offres au niveau du Congo dans le cadre des prestations que j'avais le devoir de pouvoir exécuter. Et j'ai subi ça pendant les 6 premières années et ça a créé une révolution en moi. J'ai vu avec la direction de Vinci pour pouvoir réfléchir comment pallier à cette problématique. La première hypothèse que j'ai eu à mettre en évidence, c'est que j'ai créé un jumelage avec l'UIT d'Evry qui formait dans l'instrumentation, les télécoms et l'instrumentation avec l'ISTAC, l'Institut catholique qu'il y a à Pointe-Noire que Total a mis à favoriser l'installation. Donc, j'ai fait créer un jumelage entre ces deux euh, secteurs de l'enseignement pour pouvoir former les Congolais dans la mixité et ensuite les reverser, les recruter au sein de CGLEC pour pouvoir répondre aux besoins euh, de l'exécution des travaux par rapport à l'appel d'offres de Total. Vous voyez, c'était déjà là la première approche. Je suis allé plus loin dans dans cette lancée au point de proposer au groupe Vinci de pouvoir financer l'étude, la construction d'une université au Congo-Brazzaville. Là encore, budget accepté, validé,
mais ça a péché au niveau du gouvernement du Congo, où on ne nous a pas donné la possibilité de pouvoir mettre en œuvre ce plan de construction de cette université, budget fonds propres Vinci. Donc, c'était une concession qui devait être mise en place avec la possibilité des 4 premières générations qui devraient sortir de cette université devraient être reversées comme étant des enseignants pour faire la continuité. Pour votre information, Et ce c'était projet, quoi donc la raison, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le la gouvernement n'a pas voulu raison, de cette je ne vais université? pas mâcher les mots. Euh, on nous avait exigé l'ouverture du capital, ce qu'on avait accepté pour la gestion de cette université, 30%, et les fonds qu'on devrait reverser pour la participation au capital non versée, on nous a exigé encore la notion de 10%, les 10% du budget, hein, fonctionnement de la 10% du construction du budget de projet. fonctionnement de l'université. Oui, bon, Vinci Énergie et d'un grand groupe, la corruption, ça fait pas partie des pratiques. Déjà, moi-même, en tant que directeur des ressources humaines, j'ai eu à faire plusieurs formations sur la compliance, qui est une formation sur comment éradiquer et ne pas participer à développer la corruption au sein du groupe parce qu'elle serait fatale au CAC 40. Vinci et à des actions qui courent partout. Imaginez que Vinci soit impliqué dans une affaire de corruption, quel est le cours de l'action? C'est une Oui, mais chute des excusez-moi activités. d'insister un peu là-dessus. Je veux juste comprendre. Lorsqu'on demande une participation à hauteur de 10%, comme vous l'avez dit, les 10%, c'est le ministère ou bien c'est les... Bon, voilà, l'État congolais, mais il est représenté. Bon, l'État congolais, je parlerai de la primature parce qu'il fallait commencer par la primature pour pouvoir faire avancer le projet et le présenter sinon au Conseil de ministres parce que le projet en lui-même, il était bien construit, fonds propres, Vinci Énergie, et il revenait au Congo juste de nous montrer le terrain là où on devrait aller installer cette université. Et cette université, pour revenir au propos du chef de l'État qui a dit qu'on a construit les lycées et les internats, il y avait des campus qui étaient prévus. Et ça devrait être une université pour toute la sous-région de l'Afrique centrale, avec campus et les bourses à la charge de Vinci. Et donc, ça veut dire que Malheureusement. le Congo-Brazzaville a manqué cette université parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas trouvé son compte dans cette Exactement, affaire et il a exactement. préféré faire échouer cette... Exactement. Et je veux vous dire, ce projet a été récupéré par quel pays? Vinci, dans son fonctionnement, tous les directeurs de ressources humaines, chaque année, on avait un colloque, on choisissait un pays où il fallait retrouver tous les DRH pour pouvoir faire ce qu'on appelle le partage d'expériences et des pratiques. Et au sortir de, de ces échanges avec les collègues, ben, le PDG a mis sur la table le projet. Et c'est le collègue du Nigeria qui a récupéré le projet, l'a soumis à son gouvernement et tenez-vous bien, l'État du Nigeria a demandé à Vinci de laisser tomber son financement propre et ils ont pris à bras le corps tout le financement. Vous allez sur Internet, vous tapez Université Vinci Ségelec, vous retrouverez cette université. C'est un projet du Congo qui est né au Une Congo-Brazzaville université qui et aurait été installée, construite installé au au Congo, Congo-Brazzaville, qui malheureusement se retrouve aujourd'hui, vous avez dit, au Nigeria, au Nigeria. Voilà. à Donc, cause de la cupidité de ces hommes, comme aimait les appeler l'autre là, que je ne citerai pas les noms, voilà, des médiocres, c'est le cas de le dire. Mais la réalité, maintenant, là où nous sommes en train de réaliser cette émission, c'est quoi? Est-ce qu'on continue à aller embaucher à l'extérieur? Parce qu'évidemment, pendant que j'étais encore sur place, j'ai réalisé aussi un reportage dans le même sens où on constatait évidemment que Total, comme Eni, était obligé d'aller recruter à l'extérieur. Et il y a même un vol spécial, c'était les vendredis. Il y avait un vol comme ça spécial, Air France
qui Il n'y a pas atterrissait. y avait pas qu'un vol spécial, Père. Ça, je peux me permettre de vous en parler parce que Oui. ça faisait partie de mes attributions au sein du groupe Vinci. Il y avait deux vols commerciaux affrétés par Total pour permettre des relèves. Parce que dans le fonctionnement d'un système en offshore, c'est que vous allez en mer pour une durée de 14 jours pour les nationaux et de un mois pour les expatriés parce que ce n'est pas évident de pouvoir embaucher un expatrié ici en France et l'emmener pour 2 semaines au Congo et ensuite le ramener à son pays. Donc, j'avais mis en place, ou c'est un système qui est déjà mis en place par le groupe Total et Eni pour faire de telle sorte que les expatriés passent un mois de mer et un mois de récupération. Et les nationaux passent 14 jours de mer, c'est-à-dire qu'ils travaillent pendant 14 jours d'affilée en offshore et ils descendent le 15e jour où ils restent 15 jours à la maison. Ils travaillent 12 heures de la journée, c'est l'équivalent de 184 heures d'heures qui est l'équivalent de 173 heures,33 qui fait le volume horaire mensuel pour prétendre avoir un salaire complet. Voilà. Et donc, on Donc, a donc des agents comme ça qu'on fait venir, en fait, qui sont, bon, entre guillemets, c'est peut-être des Français, des Italiens, qui viennent chaque vendredi, 14 jours après ou un mois après, ils rentrent chez eux. En fait, ils vivent, ils prennent le comme qui vol dirait, de Air France pour rentrer chez eux. Ils voilà. restent un En mois sorte, et, ils vivent, bah, enfin, c'est des gens qui vivent, je prends un exemple comme ça, ils vivent en France, mais ils travaillent au Congo, alors que mais ces postes pouvaient être occupés par des Congolais bien formés sûr que oui, bien à sûr que oui, l'université par que des vous avez Congolais formés. proposée, mais qui a été finalement un projet qui a été sapé parce qu'un monsieur n'a pas trouvé son compte. Et Il n'a pas malheureusement, trouvé son plusieurs compte, projets comme il ça, n'a et pas eu les 10%. dans tous les Ouais, domaines, il y a eu des projets comme ça qu'on a sapés, s'il faut le dire, tout simplement parce que les initiateurs ou les promoteurs de ces projets n'ont pas cédé à la corruption. Alors, est-ce que en quelques minutes, parce que finalement le temps qui nous est imparti aujourd'hui va vers la fin, sinon on reviendra encore sur le même volet, c'est-à-dire l'éducation, mais beaucoup plus sur le développement du capital humain, parce que c'est tout un programme finalement que vous avez élaboré. tout Est-ce à qu'on peut fait. comprendre d'abord l'ossature, voilà, du programme, les points L'ossature du programme dans le cadre du développement du capital humain, comme je l'ai évoqué, ça part de la formation. Et cette formation, elle s'inscrit dans une dynamique des besoins. Il faut qu'on arrive déjà à identifier quels sont les besoins fondamentaux au sein de notre pays en termes de métiers. Quels sont les métiers qui sont censés apporter de la valeur ajoutée sur notre système économique, encore que, je touche du bois, de la main sur la planche, est-ce qu'on a réellement une politique économique pour pouvoir aller de l'avant? Là encore, c'est un autre débat, mais je reste dans les ressources humaines. Donc, Oui, mais identifier c'est les besoins. intéressant ce que vous dites. Là, nous parlons de l'éducation, apparemment, où ça ne marche pas, l'éducation altère. Alors là, vous évoquez un autre problème, s'il y a vraiment un système Finalement, rien ne marche au Congo, Brazzaville. Ben, je suis d'accord avec vous, Christian. Rien ne marche au Congo. On navigue à vue. Nous naviguons à vue, au jour le jour. Comment peut-on expliquer, là, comme vous dites, le temps est imparti, mais je vais la faire court. Comment peut-on expliquer qu'on se retrouve avec une situation de paiement alors qu'il y a quelque temps, vous avez évoqué, le Congo avait 14 000 milliards pour les générations futures. J'en fais table rase. Je prends encore un autre élément. Le budget du Congo, à ma connaissance, est voté pour la plupart du temps avec un gap inférieur par rapport au cours du baril. Que fait-on du gap réel une fois que le budget est exécuté? Je vais prendre un exemple concret. Généralement, le budget du Congo est validé autour de 60, entre 50 et 60 dollars le prix du baril. Mais l'expérience a montré qu'on se retrouve toujours entre 70 et 80. Les 30, le gap des 30 entre les 60 et 70 ou 80, que fait-on de ce gap-là? Il va où? Et comment on peut expliquer qu'on se retrouve avec une situation de non-paiement des salaires? Pour ne prendre que ça, puisque la totalité du budget, les 85% du budget du Congo, c'est pour payer les salaires. Comment on explique ça?
Et C'est un manque de politique. quelle analyse cela vous inspire lorsque vous entendez, par exemple, le Premier ministre dire qu'il n'y a plus d'argent, il y a rien, alors que là, vous êtes en train C'est de la d'expliquer une pure, situation. c'est de la pure moquerie, Christian. On se moque du Congo. Pour avoir travaillé 23 ans dans le domaine du pétrole au Congo, sans risque de me tromper, je peux vous dire que si on est un État sérieux et conséquent, le Congo peut être en mesure de vivre comme le Koweït, comme l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que la redevance pétrolière devrait être reversée à la population non employée. C'est-à-dire que le Congolais lambda qui est chez lui devrait percevoir une redevance du pétrole. Je ne veux pas exagérer avec les mots, minimum 300 000 mois qu'on Vous devrait êtes en train reverser de à tout dire, vous Congolais. êtes, pardon, je vais un peu m'intéresser à ce niveau-là. Vous êtes en train de dire, avec bien sûr la capacité de production pétrolière du Congo-Brazzaville, avec sa petite population aujourd'hui estimée à 6 millions d'habitants, vous Encore que dites, c'est vous qui dites 6 millions. C'est bien, vous faites bien de parler de population. Parce que voilà. dans la population, on Moi, englobe. ouais, je m'en tiens un peu aux statistiques officielles qui ont été publiées par le gouvernement congolais. Et donc, vous êtes en train de dire, il est possible que même Oui, ceux qui ne il est travaillent pas, possible. c'est-à-dire qu'il y ait Une redevance une redevance reversée aux pétrolière Congolais qui reversée ne à font ceux-là même rien, qui ne à travaillent pas, qui ceux-là n'ont qui ne pas d'emploi, travaillent pas, à hauteur de et qui sont 300 000 francs à CFA. hauteur de 300. Je suis dans les minima, hein. Je suis dans les minima. Je suis dans les minima, Monsieur Christian Perrin. Sauf que le temps qui nous est imparti Bon, est ben, en train de c'est un sujet très s'égrener. intéressant. On y reviendra, mais j'ai bien envie qu'on comprenne. Cela veut dire que le Congo a beaucoup d'argent. Si on peut Bien sûr. reverser une redevance Christian, à hauteur de 300 Christian, 000, les 14 000 milliards, comment on a fait pour les avoir? C'est des excédents budgétaires. mhm, Vous êtes d'accord avec moi? tout à Je fait. viens de vous dire que le budget du Congo, prenez le bottin actuel, c'est minoré. Le prix du baril est minoré pour faire de telle sorte qu'on ne soit pas dans une situation de déficit. Mais curieusement, fort heureusement pour nous, le prix du baril est à la hausse. Que fait-on du gap du budget là actuellement qui s'exprime du fait de la tenue de la bonne santé du cours du baril? Que fait-on des recettes du port? Le port autonome de Pointe-Noire à son fonctionnement dans les minima, les recettes c'est autour de 1 milliard, 1 milliard 5 par jour. Par jour. Que fait-on de cet argent? Je ne citerai pas le nom du ministre. Dans, dans mon exercice, il m'arrivait d'aller faire de l'import-export et je me suis retrouvé dans le bureau du financier de, de la douane, celui qui récolte ou reçoit toute la masse monétaire après les recettes. Et c'est un voisin du quartier. Figurez-vous que j'ai été choqué de voir un post-it. Veuillez servir à l'ordre de ce monsieur 300 millions, signé le ministre. Et c'est le même ministre aujourd'hui qui donne des leçons de morale au pouvoir actuel. Mais bon, bref, pour les plus nantis, ils le retrouveront. Et c'est la directrice à l'époque qui vient avec ce petit bout de papier ordonner aux financiers de sortir les fonds. Et les sacs ont été faits devant moi, Et rapportés à Brazzaville. l'argent du Congo L'argent est du géré Congo, comme ça. post-it jaune. Jaune. Si, mais franchement, c'est dommage. Bon, mais je crois que nos Le Co- téléspectateurs sont en train de découvrir, mais en fait, ce qu'ils savent, hein, déjà, ils sont en train de découvrir finalement comment ça se passe. Et c'est bien dommage que les choses se passent comme ça au Congo-Brazzaville et qu'un matin, qu'on vienne dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que le trésor a été délocalisé. L'argent ne va plus au trésor. Et je veux vous dire comment est-ce que le ministre Andeli, quand il revient à chaque fois au ministère de Finances, arrive à payer, arrive à rattraper la régularité des salaires
et arrive à rattraper les échéances ou à respecter les échéances imposées par le FMI pour le paiement de la dette, c'est qu'il crée un compte séquestre, c'est-à-dire que toutes les recettes extra-pétrolières, c'est-à-dire que tout ce qui ne rentre pas dans le pétrole, les recettes de la douane, les recettes de l'IS payées par les entreprises, l'impôt sur les sociétés, la TVA qu'on récolte ça et là, encore que là, franchement, il y a à dire sur ce domaine. Le temps que vous avez Non, est trop mais court. finalement, on sera bien obligé de revenir sur spécifiquement cette Donc, question je finis parce juste qu'elle ça. pose Je problème finis juste ça. aujourd'hui. Donc, On a voilà comment annoncé. il faut. Oui, Voilà, pardon, vous voilà. allez continuer. On reviendra là-dessus parce que c'est l'actualité actuelle. Parce qu'on a dit il n'y a pas d'argent, donc on ne paye plus les bourses, les salaires ou les pensions régulièrement parce que l'État est à court, comme qui dirait, des ressources financières. Et donc cela nécessite évidemment une émission tout à fait spéciale avec vous qui connaissez bien ce domaine aussi, ce milieu, puisque Bah, parce que de mais on va formation prévoir cela. Et économiste, donc, vous étiez en train de dire, on ne paye pas parce que l'argent va et quelque le Trésor ne reçoit plus les fonds. C'est des individus, instituts personnels qui se chargent de récupérer les recettes et les gardent chez eux. Et la preuve, la commission qui a été mise en place, si vous avez l'œil de l'épervier, vous allez comprendre que ce sont les argentiers du Congo que le Premier ministre a demandé de se mettre ensemble pour rapatrier les fonds et faire redémarrer le pays. Pour la petite anecdote, En ce pas sorte, des gens qu'on a choisis. il est allé supplier les voleurs pour dire, s'il vous plaît, vous avez trop pris de C'est l'argent là. vous qui le Est-ce que dites. vous pouvez C'est pas vous, nous ramener un peu? C'est ça. c'est vous qui le dites, Monsieur Christian Perrin. Mais sinon, ils Mais seront en moi, prison, ces gens-là. j'ai juste la lucidité de comprendre que ce sont les super argentiers du pays à qui on a demandé de faire un effort de pouvoir rapatrier une partie des fonds pour redémarrer l'économie. Et vous verrez que d'ici là, tout va se faire. Encore que ça a été une stratégie voulue de créer la famine pour que les gens oublient un moment cette histoire des terres vendues aux Rwandais pour s'occuper sur les questions économiques. Donc, en fait, c'est un peu à l'anglaise que les choses sont faites. On vous pend un sujet, vous vous focalisez sur ça et eux, ils avancent sur autre chose. Bref, je pense que le Congo a besoin des gens intègres. Le Congo a du potentiel pour pouvoir redémarrer. Vous me posez la question, je vous dirais, mettez ces gens-là à l'écart, qu'ils aillent avec tout ce qu'ils ont volé. On peut redémarrer le pays avec 0 franc et se développer dans les 15 années qui suivent. Je sais de quoi je parle. Merci en tout cas. L'émission évidemment était prévue pour parler de l'éducation essentiellement, mais finalement il y a eu des points beaucoup plus importants que nous avons évoqués. Mais avant de conclure cette émission, est-ce que vous pouvez tout de même nous énumérer quelques points essentiels de ce programme développement du capital humain, notamment les points les plus essentiels? Et Les points probablement les qu'on y plus reviendra prochainement. Tout à fait. Les points les plus essentiels sur le développement du capital humain, j'insiste sur un état des lieux, sur les besoins du Congo en fonction des potentialités que le Congo regorge, que ce soit dans le pétrolier, dans le minier, au niveau des terres pour l'agriculture, et ensuite au niveau du numérique. Le numérique aujourd'hui évolue à une vitesse exponentielle, donc il faut qu'on arrive à introduire les technologies d'information et de communication qui vont nous mettre à jour par rapport à l'évolution du numérique pour pouvoir nous adapter aux besoins futurs. L'économie de demain, c'est l'économie numérique. Au Congo, si on veut arrêter la corruption pour le développement, dans le cadre du développement du capital humain, il faut avoir une infrastructure de banque soutenue par le numérique. Le Congo pêche parce que, au Congo, on pêche parce qu'il y a une masse monétaire qui circule, une masse monétaire liquide qui circule avec des grosses sommes. Dans d'autres cieux, il y a des milliardaires qui n'ont jamais vu 100 000 en liquide. Il est milliardaire. Cependant, au Congo, il y a des ministres qui se permettent de garder 4, 5, 6 milliards chez eux, tout simplement en liquide. Hein. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà source de corruption. Si on veut arrêter tout ça, il faut former, dans le cadre du développement du capital humain, des gens à l'orthodoxie financière. Mais ça commence par une éducation. L'éducation, c'est dans la formation.
Donc, tous ces points, tout tourne autour de l'éducation nationale. Tout tourne autour des besoins réels. Ça ne sert à rien de mettre en place des programmes qui n'ont pas d'intérêt ni de valeur ajoutée par rapport au Congo. N'allons pas imiter les choses, nous n'allons pas copier pour le plaisir de copier, pour faire du sensationnel médiatisé, comme ils aiment bien le faire. Le président aime tout ce qui est sensationnel. Et tous ceux qui sont autour de lui savent bien que quand on apporte un gros projet, ses yeux brillent. Et quand ses yeux brillent, il valide. Mais la validation, c'est la conséquence de la sortie d'argent. Mais la sortie d'argent, c'est ensuite dans les caisses des individus, dans les poches des individus, et le projet en lui-même souffre d'une inexécution. Et comme il Merci. ne le suit Je vais pas, donc vous poser, bien dommage de vous couper comme ça. Le temps est arrivé à la fin, mais une toute dernière question à répondre en 2 mots seulement. Le programme que vous êtes en train de nous développer sur le capital humain, tel que vous le concevez, est-il réalisable sous le régime actuel? Ou là, vous pensez déjà ou après Sassou Nguesso? bah, avec le régime actuel, je pense qu'il y a une volonté manifeste, évoquée et vécue de détruire le système éducatif, le système de la politique de l'éducation nationale. Là, on est dans l'après-Sassou. Je pense qu'on n'a pas à se voiler le visage. Il faut être dans la prestation pour pouvoir exécuter ce programme. Parce que l'actuel gouvernement, je veux prendre une image simple pour faire comprendre les téléspectateurs. On a là en face de nous des professionnels de foot qui sont rattrapés par leur âge parce qu'ils ont cisaillé leur âge. Ils ont l'âge avec la TVA, comme eux-mêmes ils le disent, et ils ont encore envie de jouer. Les ordres donnés par la tête aux pieds, les pieds font autre chose. Et quel est le résultat qu'on peut attendre? C'est les balles non cadrées. Voilà. Merci, Béchar Tombé Lundu, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste en ressources humaines, ancien DRH, directeur des ressources humaines de la société CGLEC Congo, filiale du groupe français Vinci Énergie. Vous y avez travaillé pendant 23 ans. C'est vraiment beaucoup d'expérience. Vous êtes homme politique, ancien conseiller municipal de la commune de Mont-Saint-Jean. En tout cas, merci d'avoir disposé tout ce temps-là pour nous. Merci, Monsieur Christian Perrin, pour ce temps avec des sujets aussi vastes. Je pense qu'il faut peut-être les mettre en épisode. Comme ça, on aura le temps de bien évoquer et aller dans les détails de ce qui a été évoqué lors de cet échange. Je vous remercie de la qualité de votre analyse sur la réalité du Congo, et qui est un pays qu'on a dit émergent d'ici à 2025, mais on a 2025 dans quelques mois. Bon, là encore, c'est un autre sujet que j'évoque. Libre cours à vous de le programmer. Et merci infiniment pour ce temps précieux. Et je ne fais que mon devoir de Congolais. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est le grâce au Congo, grâce à cette école qui m'a formé, et je dois au Congo et je dois lui restituer. Merci. Merci, en tout cas, merci beaucoup et dans l'espoir de vous retrouver le plus tôt possible parce que voilà, ça brûle au Congo-Brazzaville, il n'y a plus d'argent et tout le monde est dans les mois, plus personne ne comprend et tout le monde pose la question, où est passé l'argent du Congo-Brazzaville? Vous avez su bien développer les choses pour démontrer que l'argent ne peut pas manquer au Congo-Brazzaville, un pays pétrolier qui vend du bois, des minerais, qui a le port en eau profonde, sans compter les autres recettes. Alors, donc, on vous retrouve très prochainement, peut-être, pourquoi pas, dans une semaine, si jamais vous êtes vraiment disposé pour cela. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc très prochainement, mais aussi n'oubliez pas de liker, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour nous aider évidemment à parfaire notre référencement. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons débattus au cours de cette interview. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.